Mickaël, bonjour. Ravi d'échanger avec toi. Je pense que les gens te connaissent notamment à travers tes posts LinkedIn et tout ce que tu peux dire autour du craft. Je pense que le plus simple, c'est peut-être que, en quelques mots, tu te présentes. Bonjour César. Très bien. Déjà merci donc, pour, l'interview. Alors très simplement, moi j'ai monté en 2014 mon entreprise s'appelle Willcom, suite à un pari fou, celui de convaincre en fait, les divers clients que faire bien peut coûter moins cher que ce qu'on imagine. Donc l'idée, principale, c'est de se dire: «Et si en fait tout ce qu'on vend autour du craftsmanship n'était pas juste une question de budget et de temps, mais plutôt une évidence dans tous les projets?» Voilà, sur le mindset, une évidence. Et donc de ce parti pris, j'ai commencé à réaliser beaucoup de projets pour divers clients. J'avais commencé au début en freelance, puis maintenant avec, des clients en direct. Et aussi, je fais pas mal de formations autour des sujets craft, comme les sujets phares autour de TDD, clean architecture, voire même maintenant, c'est tout récent, domaine driven design. J'enseigne ça aussi. J'inclus même dans mes formations certaines notions pour que les gens soient déjà versés un peu là-dedans. Et je fais aussi pas mal de coaching accompagné, que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers qui veulent vraiment monter crescendo. Donc, c'est un peu plus loin qu'une formation. C'est vraiment qui veulent vraiment comprendre leur propre projet et comprendre comment on peut amener justement les pratiques craft dans leur propre projet. Voilà. Donc là, c'est pas un exemple que je prends moi, c'est leur vraie vie, quoi. Et donc là, voilà, c'est un accompagnement complet autour de cela. Justement, c'est ce qui va m'intéresser là pendant ce podcast et pour les auditeurs, c'est finalement, aujourd'hui, toi, tu es très connu, surtout pour parler du TDD strict, et on y reviendra sans doute, mais est-ce que justement, tu peux nous parler peut-être rapidement de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a conduit? Tu parlais de Welcome et de la démarche qui est la tienne aujourd'hui, mais est-ce que tu peux peut-être, pour les auditeurs, rappeler un petit peu quel a été ton parcours et comment est-ce que tu as été conduit finalement à être sur cette forme d'expertise-là? Alors moi, j'avais fait, Supinfo, je pense que tout le monde connaît, voilà, c'était mon 5 ans d'études. C'est une école assez généraliste, donc finalement, j'avais pris goût pour la programmation. J'ai commencé à faire quelques stages qui étaient obligatoires là-bas, donc tant mieux, ça force à faire des stages et ça, c'était cool. Donc j'avais l'équivalent environ en cumulé avec l'alternance et cetera que je faisais en tout cas de 2 ans. C'est-à-dire j'avais fini en fait mes 5 ans, j'avais déjà 2 ans d'expérience en entreprise avec ça. J'ai ensuite intégré, un grand groupe dans le domaine bancaire et j'étais en CDI. Donc à mon avis, comme beaucoup de monde à ses débuts. À cette époque, j'avais 23 ans. Voilà, donc juste avant, j'avais fait mon stage de fin d'études dans une grande banque aussi, mais c'était vraiment orienté assurance. Enfin, ils ont les deux casquettes, mais ils sont plus connus sous le nom de la banque. Et j'ai donc constaté pas mal de choses au niveau des pratiques de code, au niveau de certains patterns qui revenaient tout le temps, pas forcément dans le code, mais dans le déroulé en fait du quotidien. Tu veux dire des projets réellement, hein? Pas pattern, design pattern, mais vraiment des choses qui revenaient souvent dans des projets. Voilà, des modes de mécanismes en fait qui étaient, qui interconnectaient en fait tout le monde, pas que les développeurs. Comment est-ce qu'on forme un énoncé? Comment on recueille le besoin? À partir de là, comment on l'expose aux développeurs? Comment les développeurs vont chiffrer ou estimer? Comment ils vont être réalisés? Et surtout, quel est le rendu final? Et moi, j'étais un petit peu choqué du rendu final à chaque fois, dans le sens où évidemment tout le monde travaillait, ça il y a pas de doute, je pense que tout le monde donnait, un peu le meilleur de soi, mais je trouvais ça très, très bancal. Voilà, dans beaucoup de domaines, très bancal. J'ai vraiment vécu ça dans ma première mission en CDI. Alors ma première mission en CDI, c'est-à-dire que j'avais eu la chance, d'être au début seul sur 5 projets. C'est énorme. Au début, j'étais sur un projet, donc vraiment dans le domaine, des flux financiers, dans le domaine du trading. Ça, c'était cool, c'était du Java, principalement du J2SE, donc ça, c'est là où on se challenge sur les algorithmes et compagnie, donc c'est là où j'ai pris mon pied. C'était génial. Cette époque, je ne connaissais même pas TDD. On est d'accord, on est en 2010 là, à cette époque, OK? Alors pour bien comprendre, Mickaël, du coup, tu me dis que sur ta première vraie expérience en CDI, tu étais le seul développeur dans l'équipe, donc nécessairement pas de personne pour venir te challenger sur les bonnes pratiques et ce qui se passait? Alors, au tout début, c'était ça. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment en fait, c'est quoi? On était 25 dans l'open space, OK? Pour un gros produit qui était un référentiel de produits financiers, OK? Donc c'est un gros produit qui a 10-15 ans d'âge. À partir de là, on m'a demandé, comme j'avais réussi l'entretien avec brio, on m'a demandé: «Mickaël, est-ce que ça te dirait de commencer par un projet?» Alors écoute, ça s'appelle, TotoML, on va l'appeler comme ça. TotoML, voilà, il faut faire en gros construire un bus, en fait, qui va faire le tremplin entre diverses applications financières pour des flux de données financières. Il y a beaucoup de multithreading, il y a beaucoup de choses, et cetera. Je me suis dit, il y a beaucoup de patterns. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Et bizarrement, ce que j'ai appris après, c'est que les gens me disaient, mais non, mais ça ne nous intéresse pas. On va pas entre guillemets, se vautrer là-dedans. On va commencer simple. On est junior. On va d'abord faire du support de prod. On va rentrer dans le bain, etc. Moi, à cette époque-là, j'étais un petit peu foufou et j'ai dit oui, avec plaisir. Avec plaisir. J'étais encadré par une seule personne qui, au final, m'a vite donné goût, en fait, aux bonnes pratiques d'enseignement. J'avais déjà les bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que
des bonnes pratiques, on va dire orientées langage, dans le sens où j'avais déjà passé 2 certifs pendant mon stage de fin d'études Java, Sun. Donc j'avais déjà 2 certifs Java en poche. Ces certifs Java, c'est un bouquin de 1000 pages à chaque fois, ça t'a permis vraiment d'atteindre ce côté perfectionniste sur ce que tu manipules au quotidien, c'est-à-dire le langage Java à cette époque. Donc le langage orienté objet, les principes solides, toutes les bonnes pratiques orientées autour du développement. Voilà, ouais, tout ça. Principe solide n'existait pas encore. Principe solide n'existait pas encore. Enfin, quand je dis n'existait pas, c'était que c'était pas. Je l'avais jamais entendu parler. Ok, on est en 2010, hein. J'avais jamais entendu parler de ça, hein. Voilà. J'étais par contre, j'avais commencé donc au début de cette mission-là 2010 à apprendre tout ce qui est design patterns. Donc j'avais acheté le livre carrément. J'avais commencé par le Head First de Design Pattern, qui à mon avis est celui qui est très très sympa à regarder parce que ils ont tout un mode en fait pour ne pas ennuyer la personne, des bonnes images au bon endroit, etc. Un truc sympa. Ils en parlent au début du livre. Ce mode là pour garder en éveil le lecteur. Et après j'ai lu le vrai livre du Design Pattern, le Goff. Ok, j'ai appris un milliard de trucs avec celui-là. C'était juste extraordinaire. Finalement, je fais. Et on me dit, Michael, attention, hein, tu réfactores pas. Ton but, c'est de faire ça. Tu laisses comme c'est et tu ne touches à rien d'autre. Ouais, c'était pas promu dans les bonnes pratiques à mettre en place, quoi. Il y avait une seule personne dans l'open space qui s'opposait un petit peu à ce mindset. C'était justement, j'avais de la chance, cette personne qui encadrait. Donc ton mentor technique, on va dire le tech lead de l'équipe qui te poussait un petit peu à travailler sur les bonnes pratiques. On va appeler ça comme ça. Au début, c'était, on va dire, comme ça, exactement. Mentor technique. Quoi les principaux sujets sur lesquels il t'a challengé et quel impact ça va avoir sur du coup le reste de ta carrière? Voilà, c'est-à-dire qu'il me challengeait à chaque fois sur c'est très bien ce que tu as fait, mais tu sais qu'on peut faire mieux. Ouais, c'était un petit peu ça. Donc, des fois, on restait même jusqu'à 20h, 21h le soir, alors tout le monde était parti. Et maintenant, c'est normal, il avait 15 ans de plus que moi, façon de parler, en expérience. Donc, forcément, il avait des choses à apprendre, sachant qu'il était tombé là-dedans depuis longtemps. Donc, ça, c'est cool. Voilà, donc alors il m'avait pas forcément, on va dire, l'apprentissage, je l'avais, j'étais autodidacte sur ces points-là. Mais il m'avait ouvert les yeux sur certains sujets. Donc plutôt que de devenir un expert sur un langage, un framework ou autre, ce qui t'indiquait à l'époque, c'était plutôt de bien maîtriser la conception et les bonnes pratiques qui sont. Bah, par exemple, un des principaux sujets, c'était que j'étais en train d'entamer, quand il me voyait au tout début, j'étais en train de lire le livre des EJB. Ok, donc c'est un livre de Sun pour passer la troisième certification Java. Moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est très bien, on va toutes les avoir et c'est fini. Ok, parce que j'avais ce sentiment de perfectionnisme, d'études, et je voulais pousser les trucs toujours à leur paroxysme. En plus, on avait des EJB à cette époque dans l'application. Je me suis dit, autant tout maîtriser. Donc, voilà. Il est venu, il m'a dit, Mickaël, jette-moi ce livre. J'ai dit, c'est fou ce que tu me dis. Il me dit, jette-moi ce livre, lis celui-là. Il m'a donné Code Complete 2. Il m'a dit, en fait, dans les certifications, c'est bien, mais ça va être dépassé dans 2 ans, quoi. Il va dire, essaye d'apprendre l'essence des choses plutôt que comment utiliser une chose. Essaye d'apprendre l'essence des concepts. Et qui te permettent de t'adapter à n'importe quel langage derrière. Exactement. Parce que c'est vraiment, on t'apprend à réfléchir dans ce genre de livre, dans ce genre de choses. On t'apprend à réfléchir, alors que l'autre, on t'apprend pas à réfléchir. On t'apprend à utiliser notre langage, le langage en question. Alors évidemment, c'est poussé. C'est quelqu'un qui fait l'assertif Java, je le conseille à un junior aujourd'hui qui fait du Java, qui veut faire l'assertif Java, il va prendre une tonne sur Java. Mais aussi sur la conception en général. L'art de la conception, qui en fait est complètement beaucoup plus abstrait que tout ça, et qui est quand même l'essence de tout ça. Mais on peut toujours aller apprendre la prochaine certif et si on se pose pas les bonnes questions, d'après toi, du coup, c'est pas forcément pertinent. C'est ça. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut être certifié Java et ne pas coder proprement. Ça existe. C'est très possible. C'est-à-dire qu'on peut utiliser exactement ce qu'il faut utiliser en Java, mais ne pas avoir un code propre. Oui, puis, ouais, ouais. Mais du coup, alors, lui te fait rentrer dans ce moule-là, pour que je comprenne bien la chronologie. Ton apprentissage, il se fait réellement dans cette mission ou c'est plus le mindset que lui te permet d'avoir et qui ensuite rejaillit finalement dans chacune de tes expériences? Est-ce que du coup, le gros changement chez Mickaël, il intervient à ce moment-là? Il m'ouvre les yeux là-dessus. Alors, il était déjà content de moi. C'est-à-dire qu'en gros, et même autour de moi, ça s'était ébruité. Putain, il est pas mal le code de Michael. Ah ouais, il y a quand même des trucs intelligents, des patterns, des trucs, etc. Ça cassait en fait l'habitude des collègues, de certains collègues, pour pas dire la majorité, qui étaient vraiment orientés bug fix. C'est-à-dire que c'est des gens qui, limite, connaissaient même pas hashcode equals en Java, qui se disent, bon, comment on peut fixer le truc rapidement, quoi. Il y avait pas vraiment d'intellect là-dedans. C'est vraiment corriger le bug fixe. Et moi, c'est pas ce qui me bottait. C'est-à-dire que si on corrige un bug pour en rajouter 3 autres derrière, ça sert à rien. Enfin, autant arrêter. J'avais envie de maîtriser ce que je faisais. Et du coup, comment s'est fait un peu pour toi la transition? Donc, il t'ouvre les yeux là-dessus. Le vrai changement, c'est quoi? C'est la prochaine mission? C'est ça. En fait, il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, tu sais, l'or se trouve là-bas. Alors que moi, je regardais à droite. Il me dit, c'est à gauche. C'est un peu ça.
Alors, c'est pas après il m'a pas pris par la main tel un coaching en disant: «Voilà, je vais tout lui apprendre» et cetera, pas du tout. D'ailleurs, je me suis rendu compte après que lui aussi avait des choses qu'il ne connaissait pas et que je pouvais, retrouver et cetera. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais acheté les bons livres, OK? Alors on est en 2010, on n'est même pas encore en 2011, hein. C'est moi j'ai découvert le TDD en 2011, hein, OK? Et donc à un moment là, donc j'achète, il y avait quoi comme livre? Donc c'était ouais, il y avait Pragmatic Programmer, il y avait, Code Complete, il y avait ces choses-là. Code Complete, tu peux redire citer l'auteur? Alors, Code Complete de mémoire, alors attends, ça fait très longtemps. L'auteur, c'est pas quelqu'un de ultra. Bah, donc c'était par Microsoft Press. Attends que je dis pas de bêtises. Steve McConnell. C'est quoi les bouquins que tu achètes, les principaux bouquins? Bah, c'est les deux premiers bouquins que j'avais lus. Il m'avait vraiment mis aussi à l'idée que tout se faisait en anglais. Moi, j'aimais bien l'anglais. Je codais en anglais, mais je ne lisais pas en anglais. Ok, à cette époque-là, enfin, je lisais quelques livres, mais je veux dire, j'étais pas fermé. Si demain j'avais la version, par exemple, le langage C en français, je l'achetais en français. Donc j'ai acheté les livres en français. Et qu'est-ce que ça a changé dans le mindset, ça de tu penses que dans la réflexion que tu as eue, dans la manière d'appréhender les choses, le fait de lire en anglais, de t'immerger dans cette culture-là a changé quelque chose? Bah alors ça a changé quelque chose dans le sens où j'ai découvert en fait que la communauté était anglophone finalement informatique et surtout que c'est à cette époque-là en 2011 où j'ai créé mon compte Stack Overflow, ok? Et ce compte Stack Overflow pour beaucoup de développeurs c'est du consulting dans le sens où dès qu'on a un problème on va regarder Stack Overflow. Moi je l'ai pris différemment et je me suis dit je vais répondre aux questions des gens. Donc alors, il y en a qui le font aussi mais je me suis dit je vais le faire tous les jours. Quand bien même toi tu pouvais avoir des questions pour les autres, tu te disais: «La balance doit être positive de mon côté». C'est-à-dire que je dois répondre à plus de questions que je vais en poser. Alors, je l'ai fait pour me challenger. Pourquoi? Parce que je me suis dit: «C'est très vicieux ce site-là», parce que si tu as faux, on te bazarde. On t'envoie des -1, -2, -3, tu perds des points, c'est public, tout le monde te voit, tout le monde te truc et donc forcément, tu as un intérêt à bien répondre. Donc ça te forge et la culture en anglais, donc et la capacité à bien écrire en anglais. Donc ça, c'est juste excellent. Je commence à faire des super phrases avec des bonnes conjonctions de coordination, des choses ça prend plus que l'informatique, voilà, parler anglais. Je pense que ça peut servir dans toute la vie et ça permet d'apprendre vraiment à avoir les réflexes sur les mots. Ok. Par exemple, je sais pas moi, euh, quand on parle de builder, on ne parle pas de pattern de fabrique. Ok, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment builder. Et ce mot, tu le retrouveras partout. C'est ancré dedans. Donc, des fois, les classes, quand tu les nommes et que tu vois qu'elles terminent par builder, tu sais très bien ce que ça fait derrière. C'est très bien qu'il y a la représentation du pattern derrière. Oui, oui. Pour comprendre du coup Mickaël, donc là tu arrives, on est en 2011, tu lis les 2 bouquins dont tu m'as parlé, tu crées ton compte Stack Overflow, tu découvres le TDD. Alors, comment j'ai découvert le TDD? C'était marrant. Comment j'ai découvert le TDD? Je l'ai découvert par un coup sur la tête. Mais c'est pas une blague, hein, véritablement. Un coup d'un livre sur la tête. C'était ce même mec il me tape sur la tête et il me dit lis ce livre. Lui aussi, il l'avait pas lu. C'était tout nouveau à cette époque. C'était un livre de Steve Freeman et Knight Price qui s'appelle Growing Object Oriented Software Guided by Test. Et il m'a dit tiens, vas-y, fais-le. Et il m'a dit entre temps, viens, il y a un petit dojo, on va commencer à découvrir le TDD. Donc finalement, c'était un moyen pour lui de rentrer dedans avec son, j'allais dire à l'époque, son padawan et de s'auto-challenger ensemble. Voilà, c'était un petit peu ça. Exactement. Et en fait, on s'auto-challengeait avec d'autres personnes. Il y avait quelqu'un qui était dans le monde C Sharp. Moi, je faisais beaucoup de C Sharp aussi avant, mais après, j'étais rentré dans le monde Java par préférence. Mais euh, on se réunissait, d'ailleurs, j'avais même gardé une photo, on se réunissait et on se challengeait en fait sur des katas à cette époque. On était les seuls de l'AIG à faire ça. Il n'y avait personne qui faisait ça. C'est-à-dire que c'était tout nouveau. Ce sujet était tout nouveau en fait, ce test-driven development, tout nouveau. Alors, vous imaginez même pas le nombre de quiproquos qu'il y avait à l'époque. Déjà qu'il y en a plein aujourd'hui. Alors, à l'époque, c'était faramineux. Mais on avait la chance voilà, d'être guidé par ce genre de livre, ce genre de poste. C'était l'époque aussi où Oncle Bob, alias Robert C. Martin, alias Oncle Bob, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a écrit Clean Code, etc., qui avait commencé comment dire, à créer en fait plein de vidéos sur Clean Code. Énormément. C'était sur cleancoders.com, c'était même payant. Et donc moi, je l'ai payé tout le temps. Et je me disais, voilà, j'en ai vu 20, 30. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de regarder ces vidéos d'Uncle Bob? Alors effectivement, pour rappel, c'est un des pères fondateurs du clean code tel qu'on l'entend aujourd'hui, des approches notamment TDD, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de voir tout ce contenu-là? Alors ces vidéos sont géniales parce qu'il te fait comprendre que le dev, c'est noble. Et que le dev, c'est de l'art. Il te le fait comprendre. Moi, j'avais déjà parlé livres, parlé design pattern, et trucs. J'avais déjà compris ça. Mais sa façon d'apporter les choses théâtrales et avec même, je le cache pas, par exemple, l'épisode 10, j'avais les larmes aux yeux. Par exemple, l'épisode 10, je me souviens de sa première série dans cleancoders.com, je crois qu'il existe encore aujourd'hui, je sais pas, il s'appelle Open Close Principal ou un truc comme ça. J'avais les larmes aux yeux. Il avait fait un refactoring avec une petite musique de fond, avec un truc, etc. Il jouait les rôles, il se mettait en personnage et tout, un truc. Et tu te dis,
et pourquoi j'avais les larmes aux yeux? Parce que je repense en fait à tous ceux qui m'ont canardé en fait dès que je réfactorais quelque chose qui était derrière moi en me disant: «Mais non, fais pas comme ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien». Quand tu vois quelqu'un qui a cette stature, oncle Bob, et qui vient et qui fait exactement ce que tu faisais là-bas, qui était décrié, qui te dit: «C'est comme ça qu'on doit coder et c'est ça qui apporte la valeur et c'est ça truc», tu te sens rassuré. Finalement, ça venait valider un petit peu l'approche que tu avais, que tout le monde un peu décriait dans ton équipe, où tu t'es dit: «Bah, en fait, il y a une espèce de ponte là du développement et de la qualité de code qui est une vraie référence, qui en fait a valide un peu ce que j'ai fait sans avoir vu, ou eu ce retour par d'autres personnes». Ça venait valider complètement. Ça venait confirmer totalement le truc. C'est ça, donc il y avait lui, il y avait donc ce fameux entre guillemets mentor que je connaissais, avec qui j'étais très, très pote à cette époque, et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient un peu autre part dans l'ASG, qui avaient aussi 20 ans d'expérience, donc c'est pas des juniors, c'est 20 ans d'expérience, qui au final voulaient aussi découvrir ce monde-là et qui on se réunissait tous pour en parler. C'était un petit peu ça. Ok, c'était la petite secte de l'ASG, on va dire ça comme ça. Ok, et donc ça, j'ai trouvé que c'était juste génial et que ils étaient un peu, enfin tout le monde était un peu précurseur là-dessus. Et de fil en aiguille, bah, fatalement, quand on commence à découvrir quelque chose, on a envie de le mettre en place. Et moi, voilà, donc je parlais déjà de TDD. Alors comme ça débute à l'époque, quel est ton process toi pour, parce qu'effectivement on pourra parler potentiellement des différentes approches du TDD. Toi aujourd'hui tu prônes un TDD strict et tu vas même plus loin en disant que quelqu'un qui ferait pas du TDD à 100 est un mauvais développeur. Alors, j'ai pas dit mauvais, attention, je dis pas mauvais. Je dis qu'il n'y a pas il y a pas de sentiment professionnel. C'est pas la même chose. Il est pro, évidemment, il gagne son argent, il fait du travail, il peut bien travailler, mais à partir du moment où je pars du principe que quand tu livres quelque chose, tu ne peux pas mettre ta main coupée que ça a de la valeur et qu'il y a peut-être des fautes d'inattention là-dedans, etc. Pour moi, il y a un petit côté pas pro qui s'installe là-dedans. Mais je dis jamais qu'ils sont mauvais développeurs, attention, parce que sinon ça veut dire que Linus Torvald qui fait pas de TDD et qui n'en a jamais fait est un mauvais développeur. Non, on peut pas dire ça. Donc, par contre, je dis qu'il y a un sentiment de, comme s'il y avait un manquement au professionnalisme, dans le sens où je me permets de coder, j'envoie, mais je sais pas ce que j'envoie, quoi. Je comprends. Alors du coup, là, tu te réunis avec les gens à la SOG, vous discutez beaucoup de ça. Comment est-ce que toi, tu te professionnalises là-dessus? Quelles sont un peu les tendances que tu vois à l'époque et comment est-ce que tu deviens, comme tu es aujourd'hui, un peu un vrai adepte du TDD? C'est simple. Alors moi, voilà, donc j'avais donc commencé à lire évidemment sur Solid à cette époque, sur le TDD et tout ça. Donc le livre, je l'ai avalé. Pour dire ce qui est, ouais, je l'ai avalé. Super livre, d'ailleurs, je le recommande, même s'il date de 2011, il est top. Il s'appelait Growing Object Oriented Software Guided by Test. Voilà. C'est une approche très moquiste. Alors, je sais qu'il y a des moquistes, pas moquistes. Moi, aujourd'hui, je suis plus moquiste, mais en tout cas, il apprend des choses qu'on n'apprend pas dans d'autres livres. Donc, je le conseille à 1000%. Sur l'APO et comment réfléchir, en fait. Il est juste génial, ce livre. Et il n'y a pas de quiproquo sur le TDD. Au moins, il fait passer la bonne valeur de TDD. Ça, c'est cool. Donc, quelqu'un qui veut le lire, il n'y a aucun problème. Donc toi, tu recommanderais pour quelqu'un qui veut débuter, potentiellement, de commencer par ce bouquin-là? S'il est motivé et s'il aime l'anglais, sinon c'est mort. Et alors, petite question du coup, tu montes en compétence là-dessus. C'est quoi ta première mission en tant que prestat où tu commences vraiment à faire du TDD chez le client? Et comment ça se passe? Alors ça va paraître étonnant pour pas mal de monde. Donc ce qui se passait en fait, c'est qu'en 2011, je suis resté jusqu'en 2012 dans cette boîte-là. Après, je suis parti. J'ai compris que j'étais bridé. J'adorais tout le monde et ça, je ne peux pas dire. Ils travaillaient, tous travaillaient, etc. Mais je mettais la barre plus haut au niveau du code. Je mettais la barre beaucoup plus haut et je me suis dit, moi, je ne veux pas me satisfaire juste d'une solution qui marchote. Je veux être fier de ce que j'écris. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, mon mentor, entre guillemets, à cette époque-là, j'appelle mentor, mais c'était pas quelqu'un qui était derrière moi toutes les 4 secondes, mais c'était quelqu'un avec qui je pouvais me référer et discuter de ces sujets-là. C'est ça qui était génial. Des fois, il faisait peut-être un petit code review. Il était même pas dans l'équipe, c'est ça qui était fou. Il était dans l'open space, mais il était plus à un moment donné sur l'équipe. Il était en transverse. C'est ça qui était génial. Donc en fait, j'ai envie de dire, les trois quarts le détestaient, mais moi j'adorais parce que justement, c'était la personne avec qui m'inspirait. Voilà, c'était la personne à cette époque qui m'inspirait. Donc j'ai compris que c'était pas bien vu, jusqu'au jour où on m'a dit, écoute Mickaël, tu sais, si on n'a plus de bugs, on n'est plus facturé. J'ai arrêté, je suis parti. C'était pas dans mon mindset. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux vivre dans ma vie. Donc à cette époque, j'ai quitté, j'avais quoi? Je venais d'avoir 25 ans. Voilà, j'ai quitté. Et j'ai fait un pari fou, je me suis dit, d'accord, quoi de mieux pour mettre en pratique tout ça, sachant que je savais que c'était rare partout. Monte ta startup, bosse tout seul. J'ai bossé 3 ans tout seul. J'ai bossé pendant 3 ans tout seul. Et là, c'était pour une application mobile qui s'appelait Welcome. C'est de là d'où vient l'histoire de Welcome, une application mobile dans le domaine des rencontres amicales. J'étais à un moment donné premier sur l'Apple Store quand tu tapais rencontres amicales et j'avais atteint 30 000 utilisateurs. J'ai appris énormément de choses sur le code, mais aussi énormément sur l'agilité du coup. Parce que quoi de mieux quand tu es avec tes propres fonds et que tu n'es pas full fond, comme j'ai envie de dire dans les grands groupes, bah, là, on réfléchit à deux fois avant de faire quelque chose. On essaie vraiment on a vraiment le sens du MVP.
OK, et j'ai fait plein d'erreurs. C'est là que j'ai commencé à lire le livre Lean Startup, bien trop tard pour comprendre que j'avais perdu 1 an et demi de dev. Voilà, j'ai appris énormément de choses là-dessus et c'est là où j'ai pu expérimenter à fond toutes les bonnes pratiques de code parce qu'il y avait personne qui me disait: «Mickaël, fais pas comme ça», vu que j'étais seul. Donc j'ai pu construire un cluster de 3 serveurs en Scala. À cette époque, je voulais apprendre Scala, donc j'ai appris totalement. Pareil, j'ai lu tout le livre, je me suis formé là-dessus sur Functional Programming, et cetera. Donc j'ai fait du Scala à fond, en TDD, évidemment. L'hexagonal architecture qui est venu à cette époque-là aussi. OK? Je voyais parce que quand on est anglophone, on va sur les sites anglophones et à ce moment-là, on commence à voir des choses qui ne sont pas encore en France ou ailleurs et on voit ces mots comme ça, hexagonal, architecture. Tu te dis: «Qu'est-ce que c'est?» Mais attends, Michael, je me permets, mais parce que du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu sors de cette expérience-là. Finalement, pendant 3 ans, tu fais un peu ta R&D, mais ta R&D, ton MVP, que tu lances, et du coup, tu es effectivement dans un schéma. Non, non, bien sûr, oui, parce que tu me dis que tu le sors, que tu es quasiment premier, tu es dans les premiers de l'App Store, tu as les téléchargements, donc tu es vraiment dans une démarche startup. Et finalement, est-ce que les gens vont pas souvent te renvoyer en disant, bah oui, mais bon, d'accord, il est gentil, mais c'est facile de faire du TDD sur un projet qui part de zéro. Qu'est-ce que tu peux répondre à des gens qui vont te dire ça? Exactement. Alors la réponse, que je donnerais, c'est que déjà je leur donne raison. C'est-à-dire que c'est normal de penser ça en se disant: «Tu mignon, mais nous on est une équipe, on n'a pas tous les mêmes niveaux, on n'a pas tous les trucs. Toi tu es là tout seul à faire ton truc. Déjà personne nous dit que c'est bien fait. C'est normal, je suis tout seul. D'accord, il y a pas de code review. Voilà, OK, le code review. Après, je l'ai montré plus tard le code, OK, mais au début, bah, c'est normal, ils ont raison de dire ça et surtout, c'est pas les mêmes exigences. Les gens vont te dire: «Nous, on doit livrer toutes les semaines». Toi, tu peux livrer un peu comme quand tu veux. Donc tu pas les mêmes choses, tu pas les mêmes compromis à faire, tu pas les mêmes trucs. Voilà et donc à la fin, ils te disent: «Oui, mais» ils m'ont pas dit tout de suite: «TDD, c'est facile à en faire». C'était inconnu pour tout le monde à cette époque, inconnu. Donc toi, t'en faisais, tu expérimentais sur un projet, donc tout ce qui était chouette, c'est que tu avais la liberté et le client t'imposait pas de ne pas en faire. Mais aujourd'hui, avec le recul que tu as là-dessus, on pourra reparler un peu de la suite. Qu'est-ce que tu vas répondre aux gens qui te disent, mais Michael, c'est bien gentil, le TDD, on va le faire vraiment sur des notions un peu costauds de l'API ou sur les endpoints, mais faire du strict TDD partout sur un projet où tu as de la dette technique, où il n'y avait pas forcément de test unitaire, c'est pas possible. Et arrête ton charabia. Voilà, alors je les rejoins dans un sens. C'est-à-dire que le TDD est une discipline. J'ai bien discipline, c'est pas un outil, c'est pas comme les gens pensent. C'est vraiment une discipline, c'est un mode de pensée, ok, qui est très très dur à mettre en place dans un projet legacy. On va pas se mentir, c'est vrai, il y a même un livre là-dessus. Alors il parle pas de TDD, mais il parle des tests. Working Effectively with Legacy Code, qui en parle justement de la tannée qui c'est en fait en legacy, donc il donne quelques astuces en fait pour mettre en place les choses. Par contre, je dis pas que c'est impossible. Et moi, j'ai jamais été défaitiste dans la vie. C'est-à-dire que moi-même, dans cette période où j'étais dans cette grande banque, on m'avait mis sur quoi, c'était le troisième projet sur un truc farfelu qui s'interconnectait avec d'autres modules catastrophiques. Alors, ils s'interconnectaient en dur, c'est-à-dire vraiment, c'était des appels de classe carrément, il n'y a pas d'API, il n'y avait pas tout ça. J'ai tout refactoré. Je me suis fait engueuler sur le moment et finalement, tout le monde était content. J'ai tout refactoré, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retroussé les manches et je me dis, d'accord, effectivement, c'est la merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Bon, on va arranger ce module-là. Ça ne veut pas dire on fait toute une appli, on n'est pas fou, c'est un appli qui a 15 ans. Mais tout mon module et qui est concerné avec un autre module, c'était faisable en 2 semaines. Donc ton message, c'est de dire: «OK, certes, si on arrive sur un projet qui est extrêmement legacy, on peut peut-être pas forcément faire du TDD tout de suite. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le prochain bout de code qu'on va faire, on peut le faire en respectant les bonnes pratiques et tout ce qu'on peut corriger ou refactorer, on va le faire pour faire en sorte qu'il y ait moins de dépendance, faire en sorte d'avoir un code plus modulaire et petit à petit arriver vers une formule où le TDD devient plus simple à mettre en place». Exactement. C'est-à-dire que faire du TDD d'entrée de jeu dans un projet legacy n'aura pas de sens. À la limite, ça va être des tests, j'ai envie de dire, d'intégration, des tests au sens test. Parce que quand on a compris que TDD n'est pas du test et que c'est plutôt un guide dans le design, comme un copilote de rallye par exemple, Bah, toi, tu prends souvent l'image du GPS. bah, c'est un petit peu ça. Et ce GPS, en fait, ne fonctionne que quand tu captes, j'ai envie de dire. Si tu captes pas et tu as pas de 4G, ça marche pas. Et un legacy, il t'aide pas à capter au début. Donc forcément, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'ennemis dans le code. Dans le code. Je parle pas d'élèves, hein, je parle dans le code, c'est-à-dire des petits mutants, etc., qui t'empêchent d'en faire. Le but de TDD, c'est d'avoir une boucle rapide de feedback, c'est-à-dire à la minute, même pas. C'est des secondes. C'est-à-dire que tu fais test code et ton code doit passer en une minute, faire passer le test. S'il il met 2 heures à passer, c'est plus du TDD. Ok, donc le but du jeu, c'est comment avancer crescendo, 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 comme un jeu d'énigmes. Toi, tu estimes que quand tu fais du TDD, quelle que soit la nature du projet, alors qu'il y ait du legacy ou que ce soit un projet from scratch, ça te fait gagner combien de temps au final en termes de pourcentage? Alors en legacy, forcément, ça va au début te faire perdre du temps parce que tu dois réagencer le code pour qu'il soit testable. Ok, c'est un peu le travers, enfin c'est un peu aussi l'avantage du TDD, c'est que le TDD par défaut va te donner du code testable pour plein de raisons.
Et donc fatalement, là, tu arrives dans un terrain vert, j'ai envie de dire, où tu peux faire ce que tu veux, où c'est complètement facile à mettre en place. Mais attention, facile à mettre en place. Et là, je contredis un peu ce que tout le monde dit. Dans un projet programme, c'est facile. Le TDD, moi, j'ai fait le tour de énormément de concepts. Les gens pensent que je parle que de TDD, pas du tout. Je connais le functional programming, je connais le multithreading, je connais énormément de choses que aussi beaucoup ne connaissent pas. Faire du from scratch, TDD sur du from scratch est pas difficile, est ultra difficile. Justement, ça c'est une question que je voulais te poser. Après, on parlera aussi d'autres choses que du TDD, notamment sur la partie Scrum, l'agilification qui est intéressante. Aujourd'hui, donc toi évidemment tu fais des formations là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à un dev junior qui s'intéresse au TDD, qui comprend les bonnes pratiques de développement, qui a lu quelques bouquins, qui essaye d'implémenter du TDD en faisant par exemple des katas 30 minutes tous les matins et qui voit pas forcément exactement la manière dont il va pouvoir appeler son test, la logique vraiment itérative. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui a déjà commencé à se former finalement et qui a envie de vraiment monter en compétence là-dessus? Alors, c'est très simple. Déjà, je ne lui conseille pas de lire TLD tout de suite, de rentrer dans le TLD tout de suite. Je ne lui conseille pas. Le TLD, en fait, est le sommet d'un arbre, d'une montagne, ok, qui demande plein de compétences derrière. Si on les a pas, on ne peut pas avoir ce déclic dans le cerveau. Ça ne viendra pas. Ou alors par chance, mais ça viendra jamais. L'idée, c'est déjà d'être sensible à ce qu'on appelle la separation of concerns. C'est hyper important. C'est un concept qui existe en programmation, ok, qui te dit d'avoir un couplage faible entre notions qui sont disparates dans une appli. Là où beaucoup de devs mêlent tout parce qu'ils se disent c'est le framework qui me fait tout pour ça, donc voilà, bah, je mets toute la brique dans Symfony et puis c'est fini, au revoir, merci. Il faut apprendre la séparation of concerns. Si on n'a pas cette notion-là, on ne peut pas faire du TLD, c'est juste impossible. Donc déjà être sensibilisé à ce qu'on appelle le couplage faible, déjà. Juste ça, déjà être sensibilisé à ça. Une fois qu'on est sensibilisé à ça, il y a des façons de l'être, hein. Il y a des livres sur le sujet, etc. Une fois que on est sensibilisé à ça, on peut commencer à se dire, d'accord, comment maintenant éviter de faire des fautes d'inattention dans ce que j'écris. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Et les trois quarts des bugs, c'est à cause de ça. C'est des fautes d'inattention. Donc qu'est-ce que tu recommandes là-dessus pour que on parlait du couplage faible, à défaut d'inattention, qui sont tout ça des étapes qui mènent vers, on va dire, le sommet de la pyramide qui serait le TDD. Ça, sur ces fautes d'inattention, est-ce que tu as des recos particulières? Finalement, ça a l'air d'être du bon sens. Et si tu es un peu perfectionniste et que tu es, j'allais dire, professionnel, comme tu le disais tout à l'heure, ça devrait être évident ou qu'est-ce que toi tu dis là-dessus? Alors, ce que je dis, c'est que pour déjà entrer dans le bain, il faut bien, c'est ce que j'explique en formation générale, il faut bien comprendre que dans un programme, il y a deux parties. Je ne parle pas de base de données, je ne parle pas de tout ça. Je parle vraiment de conceptuel. Il y a deux parties. Il y a une partie orchestration de logique et une partie exécution de traitement qui sert à cette orchestration de logique, ok, qui est orchestrée par cette logique. Par exemple, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, lui, il mimique donc une partition, ok, il a des gestes à faire, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est lui qui joue du violon? Non. Est-ce que c'est lui qui va jouer de la trompette? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne les ordres. C'est lui qui a l'algorithme en tête. C'est-à-dire que sans le chef d'orchestre, il n'y a pas de musique. Sauf s'ils connaissent par cœur, mais admettons, il n'y a pas de musique. Du coup, le violon est qui pour le chef d'orchestre? C'est juste un exécutant. C'est quelque chose qui, en soi n'a même pas de logique. Le violon, c'est t'appuies sur play, c'est bon, il joue du violon, il sait jouer son violon. Mais le chef d'orchestre, et toute la plus-value de la musique, c'est l'algorithme que tu lui donnes. À quel moment il va faire jouer le violon, à quel moment il va le faire taire, à quel moment il va jouer la trompette, et la batterie, etc. C'est là où c'est intéressant. Donc il faut comprendre que dans un programme, on a toute la partie orchestration de logique et la partie qui est le moyen à cette orchestration de logique, les composants de cette orchestration de logique. Ce qu'on teste en TDD, il faut bien comprendre, ce ne sont pas les petits exécutants, c'est l'orchestration de logique. Donc c'est vraiment l'intelligence qu'il y a derrière l'application, le côté, on va dire, algorithmique. Voilà, c'est la trame, c'est le cerveau, tout ce qui réfléchit, c'est ça l'orchestration. Ok, ça c'est l'orchestration algorithmique. Donc, et c'est ça qu'on teste en TDD. Tant qu'une personne n'a pas compris ça et qu'elle va se dire, bah moi je fais du TDD parce que je teste depuis l'API et qu'au final je vais aussi tester chaque violon à part et chaque truc à part, ça n'a pas de sens. Un exemple concret, c'est qu'aujourd'hui dans le TDD, beaucoup font la fausse route de tester chaque élément du domaine. Par exemple, je sais pas moi, si vous faites une appli Uber, quand j'ai l'exemple sur YouTube, les gens vont tester la classe Uber, ils vont tester la classe Customer, ils vont tester la classe truc. Il faut bien comprendre que le domaine modèle dans une application a émergé à partir de connaissances sur cette orchestration de logique, c'est-à-dire près divers refactoring, on arrive à avoir un modèle. Au début, tout est mêlé. Après, on arrive à avoir un modèle qui se déguise. Il faut comprendre qu'en TDD, on ne teste pas tout. Tout est testé, mais attention, ouais, c'est pas la même chose. Tout est testé, mais on ne teste pas tout. Ça veut dire quoi? Alors, je vais donner un petit exemple du travers que beaucoup ont sur TDD et comment penser différemment. Voilà, ça me vient en tête. Imaginons, on est à un meeting, ok, avec des personnes autour, etc. Ok. Le but du jeu, c'est donc le but de notre test, tout le monde l'a compris ça. Le but du jeu, c'est
tester si le contrat a été signé. En fait, si ils sont d'accord pour un contrat. Il y a des personnes qui vont se dire: «Très bien, on va faire ce test-là, bah, qu'est-ce qu'on va tester?» Alors, la grande question, ils vont se dire: «Bah, en fait, si jamais ils se serrent la main et qu'on les voit à la loupe là, par l'œil de bœuf en train de se serrer la main, on peut convenir qu'ils ont justement que c'est bon, ils vont signer le contrat». C'est un mode qui peut avoir sa valeur, OK? Ça, c'est un mock, OK? Parce qu'un mock, en fait, il va tester une collaboration entre 2 objets. Donc là, le serrage de main, je pense que c'est hyper parlant, c'est la collaboration, OK, très bien. Il y a l'autre mode qui est un peu plus en recul de tout ça et qui va se dire: «C'est très simple, bah, on va voir si le contrat a été signé. On va voir s'il y a un contrat qui a été envoyé avec leur nom». Si jamais il y a un contrat qui a été envoyé au sens conceptuel, hein, pas envoyé, conceptuel, c'est-à-dire qui a été créé, bah, on peut en déduire qu'ils ont été contents, qu'ils se sont serrés la main, qu'ils ont fait tout ça, OK? Ou potentiellement, parce qu'ils sont pas obligés de se serrer la main, peut-être qu'ils vont se faire la bise, j'en sais rien, peut-être qu'en période Covid, ils vont même pas se regarder, OK? Donc si ton test, il est en dur comme ça, il te dit: «Moi, la seule façon de savoir si le contrat va être fait, c'est de savoir s'ils se sont serrés la main». Là, on bride le refactoring parce que si tu changes ton refacto et que tu dis maintenant en période Covid, bah, finalement, ils se serrent plus la main, et ben, ton test, il pète. Pourquoi ton test pète? Pourquoi? Parce qu'il a cette connaissance de serrer la main, il compte dessus. Si ça disparaît, ça marche pas. Alors qu'il y a quelque chose de plus solide dans le temps et plus stable dans le temps, c'est quoi? C'est la signature du contrat, effective. Donc là, on parle de stub, on parle plus de mock. Et donc là où les gens ont à la bouche bah, le mock, 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 et ils te disent boucher, 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 en fait, il faut comprendre que le mock, si vous prenez la définition de Martin Fowler dans son super article Mocks aren't stubs, c'est un super article sur Internet, Mocks aren't stubs, donc les mocks ne sont pas des stubs, vous comprenez en fait cette différence entre un mock et un stub. Et vous comprenez que les mocks sont l'antithèse des stubs. Donc si à un moment donné, le chef d'orchestre, il va moquer tous les violons en disant est-ce que le violon, il a fait 3 traits comme ça sur sa corde pour faire le son, vous pouvez être sûr que demain, si le violon a une meilleure technique pour faire le même son et qu'il fait pas ces 3 cordes, vous pouvez être sûr que le chef d'orchestre il va râler. Et là, on arrive donc au constat que les gens jugent que les tests sont une hérésie dans la programmation. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à corriger les tests. Mais en fait, ils se disent pas un instant, et si en fait, on n'était pas vraiment sur l'orchestration de logique, mais on était vraiment dans le détail du détail. Et que c'est pour ça en fait que ça pète. Donc ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est que pour monter en compétence finalement sur le TDD, au-delà des éléments dont tu m'as parlé, c'est de se poser les bonnes questions sur finalement quoi tester. Et je fais une transition et après on va pouvoir avancer et parler un peu sur la partie agile et Scrum. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent: «Non mais Michael, bah, tout ça c'est bien beau, mais pour faire du TDD, finalement j'ai compris que c'était très compliqué sur un projet legacy, alors que c'est compliqué de base. Là tu me parles de tester finalement des endpoints. Moi je suis plutôt développeur front-end, c'est une galère, c'est impossible de pouvoir vraiment faire du TDD sur du front. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Je suis entièrement d'accord. Après, moi, je m'intéresse à la discussion, j'en parle sur mon Slack, etc. Je parle à ce développeur. La première question que je lui poserai, c'est déjà, pourquoi tu choisis cette boîte? Alors qu'il y en a plein d'autres qui proposent un semi-legacy où déjà on peut faire des choses un peu plus sympas, avec une politique peut-être différente, un manager différent, quelque chose de différent, quelque chose qui porte les gens vers le haut. Tu peux trouver ça. Donc la première question que je pose à ces gens qui sont motivés à apprendre et à faire les choses bien, pourquoi tu choisis les mauvaises missions? Premier critère. Mauvaise, c'est pas mauvaise. On peut apprendre plein de choses dans ces genres de missions. Je dis pas le contraire. Même fonctionnellement, on apprend plein de choses. Mais je veux dire, quelqu'un qui sait qu'il va se mettre une épine dans le pied là-bas, au niveau technique, il va là-bas. Donc la première question. Deuxième remarque que je dirais, c'est que souvent, les projets legacy deviennent legacy par notre propre faute. Et qu'après, on s'en plaint direct. Alors, je parlais vraiment des problématiques front, hein, plus que du legacy en tant que tel. Je voulais vraiment dire, demain, tu as un développeur front en face de toi, il te dit, Michael, ton discours, que ce soit legacy ou pas legacy, finalement, il est bien beau, on va tester des endpoints côté back, côté front, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que tu peux répondre à justement ces développeurs front? Je la reprends. Ok, je comprends la question bien. Le front est beaucoup plus touchy que le back pour le TDD. Pourquoi? Parce que la séparation of concerns est encore plus touchy à trouver. Quand je parle de TDD dans le front, même des gens qui viennent à la formation, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce que j'ai des tests sur mes composants React. Ils s'attendent à ce que j'ai des tests peut-être en mode Cypress ou Selenium. Est-ce qu'on a bien compris que le but de TDD, c'est de te guider dans les algorithmes d'orchestration de logique? Tout ce qui n'est pas ça, ça n'a pas de sens. Donc il faut comprendre que dans un front, il y a toujours cette partie d'orchestration de logique. Un exemple tout bête, c'est carrément la construction de view model. Là, tu me parles d'archi hexagonal, de TDD côté front, et on comprend du coup un petit peu les subtilités, comment tu fais. Maintenant, quand tu fais un projet full TDD, quel est le pourcentage de code couvert par les tests quand tu sors un sonar derrière? Alors, tout ce qui est orchestration de logique, c'est 100%, c'est même pas 99. En fait, ça paraît fou, mais en fait, c'est logique. C'est comme un GPS, bah, forcément, il t'a vu tourner partout. Enfin, c'est logique, non? Enfin, c'est un GPS, t'as vu tourner partout. Donc pour toi, le sonar du GPS, ce serait finalement de pouvoir retracer le chemin que tu as pris, quoi. Bah, c'est un petit peu ça. En fait, à partir du moment où tout ce que tu as écrit comme code est justifié par le test, le moindre inférieur ou égal, si tu as mis égal et pas juste inférieur, il y a une raison. C'est qu'il y a un test qui te l'a demandé. Si tu ne l'as pas demandé, il fallait pas l'écrire. Ok? Donc forcément, si tu l'as écrit, c'est qu'il y a un test qui te l'a demandé. Donc forcément, c'est vu dans le coverage. Ça me fait faire une transition
tu parles souvent des problématiques de no estimate, de Kanban versus Scrum. Tu as l'air d'être plutôt contre le Scrum. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et pourquoi est-ce que d'après toi, Scrum peut tuer un projet tout simplement? Alors moi je dis pas Scrum peut tuer un projet, je parle juste en mon nom, hein, et je respecte tout le monde, hein, sur ce sujet-là et il y a des Scrum Masters géniaux, je dis pas le contraire. Pour moi, ça tue un projet. C'est pas que ça peut tuer un projet, c'est pour moi ça le tue le projet. Après, ça se base sur mon expérience et aussi sur, ma capacité à peut-être voir les entre les lignes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Scrum en soi n'a pas de problème, c'est-à-dire en soi c'est très bien. C'est-à-dire quand on lit le manifesto, en soi c'est pas mal. OK, en soi on se dit: «Putain mais c'est une affaire de bon sens quoi, allons-y, très bien». Le problème c'est que l'usage qui en est fait dans les entreprises va totalement, à mon avis, à l'encontre du message réel qu'il devait passer. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est quoi? Si je fais vraiment schématiquement, je le prends dans n'importe quel sens, admettons, on exige en fait, c'est quoi Scrum? Bah, c'est en fait coder de manière pseudo-agile en sprint. Ok, donc on a des sprints en moyenne dans les entreprises, c'est 2 semaines. Ok, c'est la moyenne. Il y en a qui font moins, il y en a qui font plus, il y en a qui... Ça dépend, chacun s'adapte. Ou en tout cas, c'est le process classique des grosses boîtes sur le marché parisien, avoir des sprints de 2 semaines. Exactement. Le gros problème, c'est que je pense que c'est le mot sprint. Et le mot sprint, en fait, à quoi fait penser sprint? Prenez n'importe quel novice en informatique et vous lui demandez c'est quoi, pour toi, ça t'évoque quoi le mot sprint? Moi, personnellement, ça me fait penser à Usain Bolt. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à un sprinter du 100 mètres. Ok, un sprinter du 100 mètres qui donne tout ce qu'il a pour essayer de vite être sous les 10 secondes. Ok, ça me fait penser à ça. Et là, je me dis, en soi, c'est vrai, mais est-ce que tout le monde peut aller sous les 10 secondes? C'est un peu la question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va demander aux développeurs, écoute, voilà, dans 2 semaines, on doit chiffrer 2 US, 3 US, allez, on va dire ça comme ça. Combien de temps? Messieurs, dames, combien de temps? Quoi, combien de temps? Bah oui, forcément, Scrum nous dit qu'en fin de sprint, il faut livrer quelque chose. Forcément, il y a une notion de valeur derrière, donc forcément, il faut un truc atomique et pas un truc bidon. Donc, ça va justement C'est d'aller très vite. Donc forcément, ça peut avoir un référentiel presque quick and dirty. voilà, c'est créer, supprimer. En fait, ils vont pas voir toutes les subtilités qu'il y a là-dedans. En fait, dans un problème, même un ajout d'utilisateur, etc., il y a juste un create tout con. Des fois, il y a des subtilités extraordinaires qui, si arrivent à la conscience du junior, le junior se dirait, attends, 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 mais là, pour moi, si je devais le faire tout seul, c'est 4 mois. Donc ce que tu veux dire pour que je rebondisse, c'est que ça revient à dire que finalement, tu vas produire quelque chose qui va pas être à un bon niveau de qualité si tu veux satisfaire les délais qui te sont imposés ou en tout cas indiqués, à contrario du fait de te dire ben, je veux faire un truc bien, quel que soit le temps que ça prenne, même si évidemment je ne vais pas prendre mon temps, mais je vais le faire du mieux que je peux le faire pour que ce soit qualitatif et le plus pérenne possible dans le temps. Et pour ça, malheureusement, c'est trop compliqué d'essayer de définir une échelle de temps extrêmement précise. Et du coup, si on dit ça, quid du rôle du product owner finalement? C'est très bien ce que je dis, j'ai mieux que ça. Je te l'ai fait vraiment clair et j'en avais même fait un blog une fois. Clair. Il faut savoir que tout le monde prend les développeurs comme étant des sachants. Et c'est un problème. Et j'ai rien contre les développeurs, je les adore. Au contraire, je passe mon temps à leur parler toute la journée. Des gens que je connais même pas, c'est super sympa. Mais tout le monde les prend pour des sachants. C'est-à-dire qu'on les prend en fait pour des maçons qui ont l'habitude en fait de construire des murs et que c'est toujours le même mur tout le temps. Et quand on leur demande un truc similaire, forcément, ça prendra le même temps. Les gens n'ont pas compris que l'informatique est un produit créatif et, et pas tout le monde a la même vision des choses là-dessus. Ok? C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un, et c'est ça le travers de Scrum pour moi, c'est indirect, hein, si tu demandes à quelqu'un, alors écoute, en réunion, voilà, rétro-planning, enfin, ou sprint planning. Alors voilà, messieurs, dames, les développeurs, vous êtes quatre, ok, il n'y a pas de souci. On a une US qui est en fait de pouvoir lancer un appel de fonds. Je reprends le même exemple pour une copropriété, ok. Donc en gros, pour demander de l'argent aux propriétaires tous les trimestres. Grosso modo, à combien vous chiffrez ça? Et là, tu as tous les développeurs, et bizarrement, ceux qui mettent les meilleures notes, c'est-à-dire ceux qui mettent le moins de temps possible dans les déclarations, c'est qui? Ce sont les juniors. Les juniors, en fait, dès qu'on leur dit ça, ils vont tout assimiler à chaque fois au CRUD. C'est logique, on est tous passés par là, au CRUD. Oui, donc c'est vraiment le b.a.-ba de l'application, de pouvoir créer, supprimer, etc. etc. Alors ça rejoint, mais du coup, la personne, elle a chiffré 3 jours. Ok, avec l'équivalent StoryPoint, mais on sait qu'aujourd'hui, les gens, dans certaines boîtes, et même beaucoup de boîtes, ils font la conversion en temps direct. Donc en fait, on perd carrément le principe du StoryPoint. Mais c'est pas grave. Il va dire 3 jours. Il va se rendre compte, il va rentrer dans le code. Il va avoir son tech lead qui va lui parler, qui va lui dire, attends, attends, j'ai vu ta PR, mais il manque plein de choses. C'est pas contre toi, mais il manque plein de choses. Il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Dans la tête de la personne, qu'est-ce qui se passe? Pression énorme. Pression énorme. Est-ce qu'il aura le temps juste de prendre le temps de réfléchir? Juste 3 secondes devant son code en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Il va tomber sur un code dupliqué, il va le communiser, jamais de la vie, il n'a pas le temps. Pour lui, c'est sous pression. Pourquoi? Parce que Scrum, l'utilisation qui est faite en entreprise de Scrum dans beaucoup de boîtes, je dis pas toutes, mais dans beaucoup, c'est
que la livraison prône plus sur la qualité. Ce que tu veux dire, c'est que, eu égard au niveau de compétence de la personne, l'expérience fait que tu es plutôt à même de considérer qu'il peut y avoir des subtilités, des dépendances, tout un tas de problématiques qui font que le projet va se rallonger. Et donc, c'est un peu cette phrase de plus j'en sais, moins j'en sais finalement. Et plus j'ai d'expérience, plus je sais que ça peut déborder du temps que j'ai pu prévoir. Alors c'est super comme question. Merci César, super comme question. Et c'est là où l'agilité elle entre en jeu. Et c'est là où en fait on se dit agilité ou pas agile. C'est quoi l'agilité? C'est travailler dans une totale incertitude. C'est comme une startup. Ok, c'est quoi la définition d'une startup que Eric Ries donne? C'est un groupement de personnes qui travaillent dans une totale incertitude. Si on fait de l'agilité, c'est pour avoir du feedback. Ok, Oncle Bob le disait très bien. What is agility? It is the process to get bad news early. Voilà, c'est en fait, c'est le principe, c'est d'avoir les mauvaises nouvelles rapidement. Il dit bien mauvaises nouvelles parce qu'il sait qu'à chaque fois tu seras à côté de la plaque. Mauvaise nouvelle. Et donc le but du jeu, c'est d'itérer rapidement. On ne peut pas, à partir du moment où on est dans un truc de telle incertitude, où justement le besoin on ne maîtrise pas, parce que même l'utilisateur ne le maîtrise même pas, son besoin. Ok, même le client ne le connaît même pas tant qu'il n'a pas touché et pianoté. À ce moment-là, on ne peut pas prédire quand un truc sera fini. Parce que pas tellement en agilité, l'utilisateur peut dire au bout de 3 jours, désolé, c'est pas ce que je voulais, finalement c'est ça que je veux. Il a le droit de le dire. Mais attends, moi ça me fait poser une question, ce que tu dis, parce que enfin, on le comprend, et ce que tu dis est de bon sens, et en fait tu te dis, bon bah oui, effectivement, pourquoi est-ce qu'on devrait estimer quelque chose en temps si jamais on n'est jamais capable de le respecter? Mais il y a une logique métier derrière. Pour discuter quand même avec beaucoup de responsables, de chefs de projet, ils ont des budgets à tenir à l'année. Pour débloquer ces budgets, ils doivent évidemment s'engager en fait sur un produit à sortir, sur des features à sortir. Comment est-ce que si tu n'as aucune visibilité finalement sur la durée ou sur la temporalité de ton projet, comment est-ce que tu peux en fait travailler dans des conditions où tu sais à peu près où tu avances? Bah, c'est là où je rejoins en fait le principe du no estimate. J'ai même fait une formation là-dessus. Une no estimate qui te dit en fait que pourquoi on demande une date en général, pourquoi on demande une date aux gens, aux devs, etc. Parce qu'on a l'impression que si on les challenge pas, ils vont pas livrer. C'est un peu ça l'idée de la date. L'idée de la date, c'est de se dire, vas-y, dis-moi quand je m'engage, parce que moi derrière, j'ai des personnes à qui montrer des choses et tout, et ils veulent quand même qu'on soit crédible en face d'eux. C'est un petit peu ça. Donc donne-moi une date. Oui, mais Michael, tu comprends bien qu'un responsable d'application, il est. Alors souvent, alors parfois ils ont été développeurs, souvent ça peut arriver que non. En tout cas, c'est compliqué pour eux d'envisager ça et de se dire, bon bah, on ne peut pas dire à notre direction, globalement sur un projet qu'on n'a pas de visibilité, qu'on va avancer pas à pas, même si effectivement sur le fond, ce que tu dis, c'est la vraie manière de faire de l'agile, et le manifeste agile avait d'abord été effectivement créé par des développeurs et repris ensuite par des chefs de projet, donc il y a eu une forme de transformation de ça, mais comment est-ce que tu fais pour légitimer au niveau du chef de projet, des responsables, que bah, tel budget peut être débloqué pour produire telle application, si jamais tu leur dis bah, on va faire du pas à pas, on va se tromper rapidement, mais on n'a pas de certitude finalement de la période à laquelle on va pouvoir produire telle ou telle chose. De te tromper rapidement et d'itérer par rapport à ce que tu as comme information. C'est le principe de ligne dont tu parlais tout à l'heure. Ok. Tu veux que je te raconte une anecdote là-dessus? Extraordinaire. Et là, alors là, j'ai pas de honte à la raconter, c'était super. En 2015, ok, j'étais en freelance, donc toujours avec Willcom, mais donc j'étais en freelance, dans une boîte, ok. D'ailleurs, pour voir le nom de la boîte, c'est facile, vous allez sur mon profil, vous verrez. Euh, et j'étais en fait censé faire la V2 d'une application. L'application en fait phare de leur domaine, faire la V2, seul. Ok, donc il m'avait dit, écoute, tu vas commencer à le faire seul, parce que j'avais amené les bonnes pratiques, etc. Dans l'entretien. Ils m'ont dit, bon, écoute, tu vas commencer, y a pas de souci. Je commence par ce que tout le monde fait, c'est-à-dire par le plus dur. C'est-à-dire, je prends le back-end, toutes les solutions de géolocalisation, des calculs, des trucs, un truc de dingue. Ok, il y avait des choses pas mal là-dedans. Et je me dis, je vais m'occuper de ça. Comme ça, je rassure en fait que déjà de mon côté, tout est faisable et que j'ai bien compris le concept, etc. Et puis, en mode sous l'eau, parce que c'est le back-end. Mais du coup, rien de visible pour le client. Quelques petits trucs sympathiques, mais par rapport à la V1, rien de transcendant. Ok, c'était rien de transcendant. Ok, la V1 avait peut-être, je sais pas moi, 5 menus et 10 onglets. Ok, la mienne, elle avait aucun menu et juste ce que j'étais en train de faire, limite, juste pour avoir un. Et ça, ta démo, à partir du moment où tu t'es mis sur le projet, tu devais leur faire des feedbacks, des démos, tous les combien? Et il n'y avait pas de ça. Je travaillais en mode sous l'eau, on s'était mis d'accord comme ça, parce que même le marketing ne devait pas savoir qu'il y avait 2 sorties, donc je l'avais fait comme ça. Et je devais rendre quand même des comptes à certaines personnes. Finalement, j'ai même pas eu le temps d'attendre qu'au bout de 3 semaines, réunion, tout le monde, 10 développeurs, donc les autres travaillaient sur la V1, moi j'étais le seul sur la V2. Et là, je me fais engueuler, mais comme pas permis. Bon, moi je vois rien avancer sur la V2, moi c'est catastrophique, moi je comprends pas, Mickaël, tu nous as promis ça, 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 moi je vois rien du tout, pour moi ça avance pas, ça va très mal se passer. Un truc comme ça.
Moi, je regarde ça avec mes yeux écarquillés, tu vois. Je me dis, c'est un petit peu comme si c'était une insulte parce que derrière, je travaille comme un fou et les gens le savent, ils le voient, mon Git. Ils voient la vitesse de développement derrière. J'allais hyper vite. Donc c'est là où tu t'es dit: «Il faut qu'il y ait la même proportion de front que de back pour que continuellement ils puissent voir le véritable avancée du projet»? Moi, dans ma tête, je me dis, mais il est fou ce mec. Dans ma tête, c'est ça. Il est complètement taré. Et j'ai envie de dire, ça va chauffer. C'est un peu ça. Je vais le voir juste après. Parce que quand même, je m'entendais bien quand même avec lui. Je vais le voir juste après et je lui dis, s'il te plaît, mais qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas. Il me fait, ouvre la V1. Regarde la chaîne. Il n'y a pas d'icône. Je lui fais, pardon. Et il me fait, il n'y a pas d'icône. Donc, du coup, pour moi, ça avance pas. On se projette pas dans ton appli. Il n'y a rien. Et là d'un coup, j'ai un éclair de génie, si on peut appeler ça comme ça, et je me dis, mais putain, il a raison, le mec. Je me mets à sa place, je commande une maison, et je vois jamais une fenêtre. Au bout de 6 mois, on va faire le proportionnellement. Au bout de 6 mois, je vois pas de fenêtre. Et les gens me disent, oui, on travaille dans les bas-fonds, on travaille dans les trucs, tu vois pas, c'est normal, t'inquiète pas, on fait les câbles, on fait les trucs. Moi, ça me parle pas. Moi, je m'inquiète, je commence à m'inquiéter. Je me dis, il se fout de ma gueule. Enfin, Donc, quand tu dis ça, c'est pour que les gens comprennent une séparation complète finalement entre le front et le back, qui te permet en fait, tu pourrais même reploguer, quelque part un autre back là-dessus. même pas, tu vas être encore plus étonné que ça. Je te la fais très courte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis reparti à ma place. J'ai ouvert le CSS et j'ai mis plein d'icônes. Ok? Plein d'icônes. Je reviens, je lui montre. Il me fait quoi? T'avais une autre version sous le capot? Je lui fais non, je viens de te les mettre. Ça a pris 10 minutes. Tu comprends que je m'étais focalisé sur le compliqué et pas sur le dur? Il fait, mais Mickaël, je vais te expliquer quelque chose. Nous, on peut pas s'imaginer ce qui est dur, ce qui est pas dur. Nous, pour nous, mettre un icône, c'est dur. Tu vois? Pour nous, c'est quelque chose de compliqué. Ok? D'ailleurs, je m'étais même fait engueuler parce que j'étais honnête avec le client en lui disant, tu veux du rose, c'est pas de souci, ça prend 5 minutes. Ne dis jamais 5 minutes, on me disait. Ne dis jamais 5 minutes. Parce que les gens, ils étaient habitués à chaque fois à du retard. Moi, je dis non, je vais être honnête. Quand c'est rapide, je te le fais rapide. Il n'y a pas de problème, je te le fais maintenant, entre midi et deux. Et donc, il y avait cette notion que tout pouvait avoir du retard. C'était quoi la conclusion pour toi quand tu t'es rendu compte de ce truc-là en me disant: «En fait, ils se rendent pas compte»? La conclusion était magnifique. C'est la même conclusion que j'ai eue dans ma startup. La conclusion, c'est que maintenant, quand je fais un projet, tous mes projets, donc front-back, hein, tous mes projets, je fais d'abord le front, je fais pas de back. Et c'est là où la clean architecture, elle prend tout son sens. Parce qu'au final, tu peux avoir carrément des jeux de données, etc., sans tricher dans le front. En fait, le front, à un moment donné, on va la faire simple, il a une classe gateway. Ok, par exemple, on va dire, par exemple, call for fonts gateway, pour appeler les appels de fond. Et la méthode post, ok, c'est une interface. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'implémenter avec ce qu'on appelle un in-memory. Ok, c'est en mémoire. Et du coup, quand je lance l'application, donc ça me sert et pour les tests, c'est pour ça que j'aime pas les mocks, et pour les tests, en plus ça utilise pour la prod, et j'injecte autant de données que je veux. C'est-à-dire que quand je démarre l'application, on voit plein de trucs à l'écran. Alors attends, parce que ça me fait me poser une question. Du coup, si tu es dans une démarche où tu commences par le front, tu es en clean archi, tu as des retours du coup du client qui est hyper content, qui a l'impression peut-être légitimement que ça avance super bien. S'il est pas content et qu'il te fait plein de retours, tu changes directement sur le front, tu comprends que la logique restera la même. Mais s'il est hyper content et qu'il se dit ok bah c'est génial, bah du coup on est prêt, tu peux mettre en prod. Et que toi tu dis ah bah non mon coco il reste tout le bac à faire. Comment est-ce que tu gères cette frustration? Je le mets en prod. C'est-à-dire qu'en fait, au début, dans les premiers sprints, les gens vont pas utiliser l'appli. C'est rare. Et les vrais utilisateurs, ils vont pas utiliser. Surtout, c'est un truc grand public. C'est pas, les gens vont se dire, attends, il y a quand même d'autres features qu'on doit mettre, etc. On n'est pas dans le vrai MVP de Eric Ries dans les grandes entreprises. Ok, ça marche pas comme ça. Ça devrait marcher comme ça, mais c'est pas comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai juste à lui expliquer. Je lui dis, il y a pas de souci. Maintenant, t'es ok. Ok, donne-moi 1, 2 semaines, je te fais l'API qui correspond pour avoir si tu veux une base de données ou ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ah ben là, on parle d'un projet il n'y a pas forcément un projet énorme. Mettons que tu sois sur un projet avec 3 feature teams, 15-20 développeurs. Que cette approche-là, elle peut fonctionner de la même manière? Dans ce cas-là, tu le fais en parallèle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu auras forcément peut-être une équipe back, et dans ce cas-là, le problème ne se pose plus, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en fait, c'est de ne pas retarder le front. C'est ça l'idée principale. C'est-à-dire que si on commence à se dire, bah, je vais commencer la base de données, les gens en plus, maintenant, aujourd'hui, il y a la mode GraphQL, ils se noient là-dedans. Ok, ça, c'est un autre sujet. Du coup, pour revenir sur la notion de no estimate, pour vraiment qu'on puisse répondre là-dessus, tu es sur un projet, ton manager, responsable, chef de projet te dit, OK, moi, ce budget-là, je l'ai pour un an, il faut que j'ai livré ça à telle date, ça à telle date, et en fait, si à cette date-là, là, on n'a pas cette feature-là qui est livrée, les responsables clôt le budget, l'équipe est terminée. Comment est-ce que toi, tu gères un sujet comme ça? Là, justement, mais quand on parle de front, j'ai pas tout ça. Moi, c'est juste en mémoire. C'est-à-dire, j'ai aucun outil derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que derrière, quand je fais par exemple lancer un appel de fond, derrière, ça me met ça dans un tableau TypeScript. Il faut comprendre ça. C'est de la mémoire. Et ça, c'est invisible pour le client. Il le sait pas, ça. Première question, je vais lui dire, c'est quoi exactement que tu dois livrer de manière obligatoire? Parce que fatalement, il y a toujours le trio, la qualité, le temps et le périmètre fonctionnel. La question, c'est qu'est-ce qui doit varier? Moi, je suis le premier partisan à dire que c'est pas la qualité. Donc pour toi, c'est des variables et tu touches pas à celle de la qualité. Mais attention, je ne parle pas de notion concept qui ne veut rien dire, qui s'appelle surqualité ou autre. Je te parle de bien faire les choses. C'est-à-dire la chose qui va, au contraire, te rendre plus rapide. Donc c'est soit on prolonge en termes de temps,
soit on réduit le périmètre fonctionnel. On touche pas à la qualité. Ah si, non, tu fais tout en TDD évidemment. C'est parce que justement, c'est quand tu fais tout en TDD que tu es rapide. Ça c'est ma version. Ça c'est ce que je vends et enfin, pas je vends au sens financier, c'est ce que je prône depuis 10 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des concours même avec certains devs et je leur ai dit: «Il y a pas de souci, venez, quelqu'un fait en TDD et moi c'est en TDD, on va voir qui va le plus vite». Je gagnais tout le temps. Du coup, ça, c'est une question que je t'avais posée tout à l'heure. Tu m'avais dit, bah, le coût d'entrée, forcément, est important. Aujourd'hui, sur un projet, mettons, qui est un projet, on va dire, de 3 mois, tu penses que le TDD te fait gagner combien de temps? Bah, en fait, le TDD pour moi, il me fait alors ça dépend qui est aux manettes. C'est ça qu'il faut comprendre, ça dépend qui est aux manettes. Tu vois ce que je veux dire? Bah, mettons, prenons un Mickaël avec TDD, un Mickaël sans TDD. Mickaël avec TDD, Mickaël sans TDD, il va 10 fois plus vite et pourtant j'allais très vite avec TDD. C'est pour ça que j'en parle autant. Donc sur 30 jours, tu penses que tu ferais un truc en 3 jours avec TDD et 30 jours sans TDD? C'est ça, voilà. C'est ce que je fais dans mes projets. Alors, c'est des gros projets, hein, c'est pas le petit projet, évidemment. Plus on réduit en fait la charge et plus en fait l'écart devient plutôt insignifiant. Mais quand on augmente la chose et qu'on se dit, tiens, 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 attends, là ici, je dois changer cette méthode, ça impacte 53 fichiers. Bah là, la personne n'est pas sereine déjà. N'est pas sereine et là, les fautes d'intention arrivent, des trucs, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Parce que effectivement, quand toi tu parles du TDD, tu dis souvent que le mot le plus important dans Test Driven Development, c'est driven, c'est le fait d'être guidé. Est-ce que c'est vraiment cette logique itérative d'être amené pas à pas vers l'algorithme qui fait que tu es beaucoup plus efficient? Bah oui, parce que je sais quand j'ai fini. C'est ça l'avantage. Et tu n'utilises pas le debugger aussi. Bah, j'utilise pas. Pourquoi j'utilise pas? Parce que, étant donné que ta suite de test, que j'appelle spec, moi j'aime pas le mot test, la suite de spec, elle est toujours verte. Et à un moment donné, et étant donné que le cycle TDD, c'est toujours 1 à 2 minutes maximum. C'est-à-dire que Red, Green, Refactor, c'est 1 à 2 minutes. C'est plus que ça, c'est pas du TDD pour moi. C'est pas un GPS qui donne le résultat rapidement. C'est pas du TDD. C'est-à-dire que ça te demanderait d'écrire trop de code pour passer le test. C'est-à-dire que ton test n'est pas choisi et qu'il y avait plus simple à choisir avant. Ok, donc ça c'est le premier truc. Donc, étant donné que à un moment donné, donc, il faut bien comprendre, on arrive dans une sorte de jeu d'énigmes. Ça devient un jeu, la programmation devient un jeu d'énigmes. C'est-à-dire maintenant, comment passer ce test sans péter le précédent. Donc tu vas refaire ta petite séquence de 1 minute, des fois c'est des secondes, pour essayer de faire passer le test. En mode crade, tu as le droit de faire du crade. Le truc qui te vient à l'esprit. Et c'est même ce qui est souvent, je me permets, c'est même souvent ce qui est indiqué, c'est quand tu fais le passage de red, green, refactor, red vers le green, tu fais juste une fonction qui vient assez bêtement en fait répondre au test et assez après où tu refactors et tu rends finalement la fonction plus intelligente. C'est ça, comme s'il y avait un contre-la-montre et que ta femme était enceinte et qu'il fallait vite aller à l'hôpital. C'est un peu ça, c'est vraiment, c'est-à-dire en gros, il faut répondre vite au problème. Voilà. Pourquoi? La réponse elle est très simple. Pour être sûr d'être dans la bonne direction. Moi j'ai vu, et je le vois tous les jours, des développeurs qui s'aventurent en fait, des bons développeurs, hein, qui s'aventurent en fait dans du code et qui au final l'effacent. Non, c'est pas ça, c'est pas cette direction qu'il faut. C'était autre chose. Là, je m'étais avancé dans un boucle fort et compagnie, en fait c'est pas ça, c'est pas ça. Et là, il réessaye. Et hop, c'est pas ça. Et c'est là où tu penses que le TDD les aurait beaucoup mieux guidés dans leur approche. C'est même pas ça, c'est qu'ils auraient fini du premier coup depuis bien longtemps, ils seraient déjà à la cafette depuis longtemps. C'est ça l'idée maîtresse. Donc pour toi, en fait, l'idée de TDD, c'est aussi une manière dans le design, dans l'architecture, de partir tout de suite dans la bonne direction, comme un GPS en fait. Exactement. C'est-à-dire que moi, le premier mot qui me vient à TDD, c'est productivité. Si on dissocie les deux, c'est plus TDD. C'est que ce que tu es en train de dire est vachement, j'allais dire décrié, mais c'est les gens vont dire que c'est un truc inaccessible, c'est un peu bullshit, tout le monde en parle, mais c'est très compliqué à mettre en place. C'est d'ailleurs pour ça que je te posais la question tout à l'heure en me disant, bah, qu'est-ce que tu recommanderais à des profils juniors? Parce que quand on parle comme ça en disant le TDD c'est productivité, plein de gens à qui on pourrait dire ça vont me dire, non, mais ça c'est un peu dans les livres ou c'est une personne qui dit ça, mais c'est pas la réalité. Je suis entièrement d'accord avec eux. C'est-à-dire, en fait, encore je le répète, qui est aux manettes. Moi, j'ai eu la chance et l'expérience de faire ça pendant 3 ans. Ok, donc, c'est-à-dire que je connais toutes les rustines, je sais exactement. Donc, moi, quand maintenant je me mets dans un projet, je vais hyper vite. J'ai pas de seconde de me dire alors qu'est-ce que je vais tester. C'est automatique. Ouais, mais parce que tu as eu pendant 3 ans mettre en pratique, donc est-ce que ça revient pas à dire que pour les prenons un exemple. Aujourd'hui, tu as face à toi des jeunes développeurs, des jeunes développeuses. Ils sortent d'études, ils ont appris, la PO, ils ont fait quelques projets en alternance, en stage ou même peut-être, allez, une première expérience de 2 ans. Ils ont fait un petit peu de TDD, en tout cas, ils font des tests unitaires. JUnit, XUnit, si c'est sur du .NET, peu importe. Ils doivent monter en compétence sur la partie TDD. Est-ce que tu leur dis, bah, il faut que vous soyez accompagnés par des profils plus expérimentés, faire du pair programming, faire des katas tous les matins? Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que toi, tu as eu ces finalement 3 ans un peu en autonomie sur ces projets où tu as pu, tu disais, bah, tout regarder dessus. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour dire, voilà, vous êtes des profils peut-être bien faits, vous voulez monter en compétences. Qu'est-ce qui peut manquer aujourd'hui pour vraiment monter en compétence sur le TDD? Moi, par exemple, j'avais travaillé, donc c'était en 2018, donc j'étais tech lead dans 2-3 développeurs. Ils connaissaient rien à tout ça, hein. Il y en a un, par contre, il avait un potentiel énorme. L'autre n'avait pas ce potentiel-là. Donc après, il faut faire le choix. T'as pas de potentiel parce qu'il y a trop de lacunes, bah après, il n'a pas continué le projet. Ok, il n'avait pas continué le projet. Mais l'autre personne ne connaissait rien. Il avait ce mindset, en fait, d'approfondir les choses, etc. Donc du coup, c'était pour moi comme mon frère. C'est devenu mon frère pendant un moment. C'est-à-dire qu'en fait, je comptais pas mes heures avec lui. Je n'étais pas le tech lead, genre qui donne des ordres. Au contraire, je donnais les meilleures tâches.
OK, je pense que si je parlais, je pense qu'il te reconnaît direct. Et l'idée maîtresse, c'est de se dire: «OK, je sais que tu connais pas. Maintenant, il y a 2 politiques. Soit on fait comme certains où on se dit: "On va rabaisser le niveau, comme ça tu rentres dans le jeu"», soit je vais t'aider à monter de niveau d'un coup. Mais faut être prêt. Qu'est-ce que tu choisis? Lui, il m'a dit direct. Je lui ai dit: «Je te laisse même pas le choix. De toute façon, moi, je dois rendre. Moi, je me suis vendu en tant que Michael, en tant que je vais vous faire le truc sans bug». Quand je dis sans bug, ça veut dire sans faute d'inattention bête, ok? Sans truc comme ça, ok? Je t'ai vendu le truc. Et du coup, qu'est-ce que tu lui imposes ou qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour avoir le niveau, on va dire, minimum satisfaisant pour faire de la très, très bonne qualité? Alors, d'abord, au début, je m'impose et on s'était mis d'accord. Je lui ai dit: «Écoute, tu arrives dans une école maintenant. Ton but, c'est pas de livrer, je te le dis. Ton but, c'est pas de livrer. Je prends sur moi et je le finirai le soir s'il le faut, et cetera. Ton but, c'est pas de livrer». Je me dis: «C'est le seul ticket d'entrée possible pour vraiment former quelqu'un, c'est un sacrifice». Je le vois comme ça. Et donc, je lui dis: «Écoute, bah, je vais te donner une première tâche que j'aurais kiffé faire, mais je vais te la donner toi. Tu vas me faire, en fait, un notificateur par email». Donc, c'est un framework, limite pour, custom pour notre application d'envoi d'email, mais qui fait plein de logique métier derrière. Il y a plein de logique métier. Je lui ai dit, d'accord, premier exercice, il n'y a pas de TDD, je vais pas te noyer là-dedans, ça n'a pas de sens. Tableau blanc, dis-moi ce que tu... Alors, tu prends le temps que tu veux, tu peux regarder. Je lui dis, oh, t'es à l'école, regarde même des vidéos si tu veux. Je lui mets des articles, t'es à l'école. Vas-y, comment tu ferais pour toi, comment tu verrais en fait l'architecture globale? Maintenant, c'est contradictoire avec TDD qui te dit que l'architecture arrive au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Déjà, comment tu vois? Je le sensibilisais aux séparations de concerns. Premier truc. Ça, pour revenir juste là-dessus, une seconde, est-ce que tu as un bouquin pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient monter en compétence là-dessus? Déjà, être sensible à ce qu'on appelle le clean code, c'est-à-dire de se dire, mais finalement, nommer une variable, ça devrait être aussi important que de livrer. Et je veux dire, il n'y a pas un bouquin spécifique sur cette notion-là que tu recommandes, ce serait plus Clean Coder ou tous les bouquins comme ça? Bah, j'ai beaucoup aimé le livre Growing Object Oriented Software Guided by Test, qui a les 2 ou 3 premiers chapitres qui sont géniaux, qui sont généralistes et qui sont juste top, qui apprennent vraiment cette science en fait d'orchestration de logique, et cetera, qui est vraiment très sympa. Sinon, pour aller plus loin, c'est Implementing Domain Driven Design de Von Vernon. Mais ça, c'est pour aller plus loin. Pourquoi? Ça parle de DDD, mais derrière, c'est une leçon de vie, quoi. Derrière, il y a plus que ça. Là, il est top. Et donc, au final, je l'entraînais, et après, je fais du pair programming avec lui. Maintenant, pendant ce temps-là, le sprint, il passe, hein. Je me dis, c'est pas grave, je le finirai chez moi, c'est pas grave, je ferai ma tâche chez moi. C'est le prix à payer. C'est-à-dire qu'en en fait, j'avais garanti une qualité de code énorme, c'est pour ça qu'ils m'avaient recruté déjà, à ce TGM là aussi. Donc j'avais garanti une qualité de code. J'allais pas leur dire, écoutez, j'ai fait moins bien parce qu'en fait, j'ai des juniors avec moi et donc vous savez, même moi, j'aurais pas kiffé. Donc au fur et à mesure, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais lui, je vais le former. Et lui, ça va devenir mon frère pendant quelques temps. C'est un petit peu ça. Au fur et à mesure du temps, il m'envoie des PR, parce qu'on faisait un pull request, et il m'envoie des choses. Les tests, c'était pas nickel. Ok, mais il y avait des trucs. Le but, c'est pas de lui dire, écoute, mon coco, c'est nul ce que tu as fait. Jamais de la vie. J'ai jamais dit ça à personne. Au contraire, je vais déjà le complimenter sur ce qu'il a fait, sur les bonnes parties, et je vais pas lui dire ça c'est mal fait. Je vais lui dire comment tu as réfléchi ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une faille là-dedans? Vas-y, juste te pose une petite question. Essaie de réfléchir, etc. Des fois il trouvait, des fois il trouvait pas. Et par là il apprenait. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce mode parce que ce mode c'est l'apprentissage par l'échec. C'est-à-dire il a bien réfléchi au design, il a bien fait quelque chose et il va se rendre compte en fait de sa bourde sans le savoir. Mais c'est comment finalement tu peux le challenger sur ce qu'il a fait pour qu'il se remette en question et qu'il continue de progresser? Donc au début, les pull requests, je lui montrais que j'étais pas un rigolo façon de parler, en lui disant que si tu as oublié S à equal, parce qu'il y a marqué it equals au lieu de it equal, ta PR, je la prends pas. Je voulais lui inculquer l'idée de perfectionnisme. C'est important. Et je pense que quelqu'un qui fait du TDD, il doit être perfectionniste, sinon ça marche pas en fait. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais, donc une grosse rigueur, on va dire une norme de code et une exigence et un professionnalisme que tu avais, évidemment, beaucoup de pair programming pour l'aider à monter en compétences. Qu'est-ce que lui a dû faire de manière personnelle? En fait, pourquoi est-ce que je te pose ces questions? C'est vraiment pour que tous nos auditeurs qui ont envie de se sensibiliser à ça, qu'est-ce qu'ils auraient finalement à mettre en place aujourd'hui? De manière personnelle, il fallait qu'il se renseigne sur les notions que je lui apprenais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah moi je vais me former en entreprise. J'y crois pas à ça. Même si c'est beau, même si c'est noble, on n'a pas le temps. J'y crois pas à ça. C'est-à-dire que lire par exemple les 3 premiers chapitres de Growing Object Oriented Software Guided by Test, t'as pas le temps de le faire en entreprise. Tu vas pas sortir le livre, tu vas te faire virer. Et ça n'a pas de sens. Ok, t'as quoi? T'as une heure de repas? Non, en repas, les gens ils veulent plutôt. C'est un peu comme les salles de sport. Tu te dis je vais m'inscrire, au final tu y vas jamais. Donc c'est pareil, tu iras toujours dehors et tu liras jamais. Du coup, tu es jeune diplômé, tu sors d'école, d'ingénieur, d'informatique. Est-ce que, en fait, c'est plus ça la question, mais est-ce que finalement, ces écoles-là auraient pas dû enseigner ça directement aux futurs développeurs, développeuses? Déjà ça, et parce qu'il y a pas beaucoup de sachants sur le sujet. C'est pas vraiment pour me mettre jeter des fleurs, il y a pas beaucoup de sachants sur le sujet. Parce que c'est vraiment guidé par l'expérience et c'est pas sur des petits projets que tu vas pouvoir le confronter? Ah oui, ah ouais, si c'est le monde idéal, et cetera, je pense que, d'entrée de jeu, il faut apprendre à avoir cette idée de justifier ce que tu fais. Appelons TDD ou pas TDD, ce que tu veux, mais avoir l'idée de professionnalisme dans le code. C'est important. Mais parce que ça, on est d'accord tous les 2 là-dessus, finalement le framework, que ce soit faire du React, du Vue,
on s'en fiche un peu, on peut l'apprendre. Par contre, les bonnes pratiques, quel que soit le langage, elles seront importantes. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un pinceau, dernier cri, ça y a tout le monde sait le faire, mais par contre savoir peindre, c'est autre chose. Et c'est pour ça que les Léonard de Vinci et des trucs comme ça, il y en a pas des masses. Sans aller jusque là évidemment, mais en gros, il y a l'art de la peinture et il y a utiliser les pinceaux. Les frameworks, c'est utiliser un pinceau. Après, il y a l'art de la peinture, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même dans la peinture, il y a le séparation de concerns, il y a une charte, il y a des règles, il y a des choses, il y a des trucs qui font que le tableau, il est magique. Parce qu'il y a plein d'écoles aujourd'hui qu'on le voit en poupe, je ne vais pas forcément toutes les citer, mais 42 Epitech ont vraiment cet apprentissage par projet, où ils t'apprennent à apprendre. Tu commences par du bas niveau avec du C, du CPP, ensuite tu arrives sur d'autres langages et une fonction de projet ou de level. Euh, Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on a compris qu'un développeur ou une développeuse était pertinent, arrive à monter en compétence sur un sujet, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des modules orientés autour de la qualité de code, qui aient des mentors ou pas, qui soient capables d'apprendre avec leurs pairs ou avec différentes personnes, pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas en compétence là-dessus? Après, je vais vous dire la petite anecdote, ce serait génial. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les personnes qui sont sachants sur ces sujets-là, en général, sont passionnées. Je pense que moi, je le suis. En général, sont passionnés. Mais en général, ils ont une ambition de carrière qui ne se résout pas juste à rester prof. Donc, fatalement, on ne restera pas prof. C'est-à-dire qu'on va faire des petites irruptions comme ça dans les écoles, mais on ne va pas dédier notre carrière à devenir prof pour un an. On n'a pas le temps. On a tellement de projets à livrer. Et donc ça veut dire aussi que pour toi, il ne peut pas y avoir suffisamment de contenu sur Internet pour que des gens qui ont envie de s'auto-former, qui soient en école, aient la possibilité de le faire ou de monter en compétence, non pas avec un mentor en pair programming, mais avec d'autres camarades. S'auto-former complètement, si, ah si. La culture que c'est important. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un TDD, il voit le mot test, il voit pas le reste. Il voit le mot test, tu dis c'est facultatif, au revoir, merci, ça sert à rien. Parce que dans toutes les boîtes, c'est un peu cette idée, c'est TDD, c'est du test facultatif, au revoir, merci. En fait, il faudrait amener cette culture du clean code comme évidence et non pas comme facultatif. À partir du moment où quelqu'un raisonne en se disant clean code égale budget, égale plus de budget, n'a pas compris ce que c'est clean code déjà de 1 et va l'enterrer plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va en entreprise et qu'on dit, écoutez, on a envie de faire du clean code, on a envie de faire les choses bien, derrière, direct, ça veut dire plus cher. Personne se dit, moi j'ai l'expérience de ça, personne se dit que c'est moins cher. Il n'y a personne qui se dit c'est moins cher, c'est hallucinant. Moi je pose des questions des fois à des développeurs avec qui je suis ami, je leur demande, je leur dis, ils me disent ouais mais moi je perdrais du temps, etc. Je dis ok, parce que tu es en phase d'apprentissage. Mais admettons tu as fini ton apprentissage, admettons. En phase d'apprentissage tout le monde perd du temps, c'est normal, c'est normal. Maintenant, combien de temps tu débugs par jour? Donne-moi juste le ratio. Moi, je vais te le dire, je te connais même pas et je sais combien tu débugs par jour. 99% du temps. Parce que j'ai vu tous les devs autour et j'ai vu, et c'est tout le temps pareil. Et le pattern se répète très souvent. Il y a des exceptions évidemment, mais le pattern se répète très souvent. Et je lui dis, imagine que tout ce temps-là, il disparaît. Et maintenant, tu as le temps de bien faire. Tu as le temps de coder, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps d'être serein. Ça serait pas mieux? Ouais, mais ça, c'est le monde utopique. Je fais, c'est pas de l'utopie, je l'ai vécu. C'est pas de l'utopie. Je l'ai vécu, je suis pas un sorcier, je l'ai vécu, l'autre à côté il l'a vécu aussi, et on n'est pas des sorciers. C'est une culture à mettre en place de désacraliser en fait cet aspect utopie en fait qui en fait est réel. Et là, les gens vont se dire mais écoute, tu vas voir. Et tu vas voir que ton quick and dirty là que tu es en train de faire, ça va durer quoi? Ça va durer quoi? 2, 3 sprints? Même pas. Après, tu vas nager dans la complexité accidentelle, parce que les gens oublient ce concept. Tu vas nager là-dedans. Ou avant, pour ajouter la même feature, tu aurais mis 3 jours, là tu vas mettre 30 jours. Tu vas justifier ça comment? Ouais, bah vous savez, le projet est devenu legacy. Ouais, bah c'est un peu de votre faute. Donc le but du jeu, c'est d'enseigner direct que pour que ça coûte moins cher et pour justement livrer dans les délais, et bon, admettons qu'il y ait des délais, etc., il faut bien faire. Si tu fais mal, tu vas plus t'en sortir. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un exemple de quick and dirty, que ce soit en audit de code, parce que je fais beaucoup d'audits aussi, de choses, etc., où les gens se sont dit, mais c'est pas grave, on a quand même livré à temps de la valeur. Non, en général, c'est de la catastrophe et ils se font canarder par le client. Et donc, c'est ça, moi, je combats un petit peu ça et je me dis, on va pas réduire le métier de développeur à cela. Il y en a beaucoup qui quittent le métier de développeur parce qu'ils déchantent de ça. Il y a beaucoup de reconvertis qui déchantent en se disant, c'est sympa sur les TP, on s'éclate, Open Classroom et tout, mais quand ils arrivent dans la vraie vie, ils se disent, putain, on débug toute la journée, ça m'énerve. Il y en a beaucoup qui arrêtent le développement rapidement. Ils font un autre métier, donc en reconversion encore, reconversion. Je trouve ça triste. J'ai même, Mickaël, une dernière question à te poser. Comment est-ce que tu vois l'évolution des développeurs, développeuses autour des sujets craft, autour de la qualité? Est-ce que ton sentiment, c'est que c'est comme l'agilité il y a quelques années, tout le monde va en parler et ce sera effectif, les gens vont vouloir monter de plus en plus en compétences, ou au contraire, les gens vont se dire que dans les faits, c'est trop compliqué et finalement, vous restez sur une approche peut-être de code de qualité, mais sans aller jusqu'à là? Alors, super question. Tout est en train de changer. C'est en train de changer. C'est pas ça va changer, etc. C'est en train de changer. Grâce à quoi? LinkedIn. LinkedIn, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais LinkedIn avant, mais moi, je l'utilisais jamais avant. Je me rappelle 2014, 2015, moi, je m'en foutais. J'avais mon compte, ma fiche. Voilà, pour moi, c'était un CV, quoi. C'est juste ça. Et après,
il y a eu cette mode, d'ailleurs je me suis mis très tôt là-dessus, à essayer d'évangéliser des pratiques, à essayer de dénoncer des pratiques, à essayer de parler de choses pour éveiller un intérêt chez les autres qui n'avaient jamais entendu parler de tout ça. Donc pour toi, en fait, si je résume, ça passe par l'évangélisation, LinkedIn étant un des biais aujourd'hui où les devs peuvent s'exprimer, mais du coup, tu as le sentiment que beaucoup plus de gens sont sensibilisés à tout ça. Bah, en fait, je l'ai vécu surtout donc par LinkedIn, ça c'est clair. Et j'ai ouvert un Slack. Au début, c'était juste pour une personne pour lui montrer quelques petits trucs en TDD. Ok, donc c'était juste pour l'échanger. Aujourd'hui, on est 1263. Donc 1263 personnes qui ne font que ça toute la journée, qui ne connaissaient rien tout ça, pour la plupart. Ok, il y avait peut-être quoi? Il y avait peut-être une vingtaine qui connaissaient. Sur ces 1263 personnes, quelle a été leur progression, si tu peux le dire, ou en tout cas, quelle était aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens qui sont sensibilisés, qui pratiquent TDD, ils en sont où globalement? C'est juste extraordinaire. Moi, je les adore. Donc, c'est devenu un peu comme une grande famille, en fait, cette histoire. Tout ça, c'est gratuit. Ok, donc, évidemment, c'était mon Slack. Il s'appelle aussi Welcome parce que la petite histoire, c'est quand même moi qui l'ai créé. Donc, je me suis dit, ça garde un peu l'histoire. Mais il n'est pas lié à Welcome. Ok, c'est une communauté publique. Tout le monde peut venir. Ok, il n'y a aucun problème avec ça. Ce sont principalement des personnes qui avaient l'habitude de faire du quick and dirty. Ils trouvaient ça normal. Ok, ils trouvaient ça normal et quand ils ont commencé à voir quelques-unes de mes vidéos ou carrément quelques-unes de nos discussions, tout le monde échangeait, même d'autres sachant que tout le monde discutait, les gens se sont dit mais en fait il y a une informatique à deux vitesses. Il y a une informatique où le but c'est d'essayer de livrer coûte que coûte et on met un casque sur la tête pour éviter les débris. Et il y a une autre qui est vraiment l'ingénierie. C'est pas pareil. Et là les gens se sont dit mais donne-moi un livre, comment apprendre tout ça? Donne-moi un livre, fais-moi un truc, fais-moi un truc. Aujourd'hui, ils lisent tous. Là, par exemple, sur mon Slack, à l'heure actuelle, ils sont tous en train de lire Implementing Domain Driven Design, tous. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'étaient pas passionnés au début, ils le deviennent. Ils le deviennent. Et le gros problème, après, il y a un fléau à ça. Il y a un fléau à ça, c'est qu'après, ils tombent amoureux de ces pratiques-là. TDD, CleanArchi, etc. Et j'en connais pas un seul aujourd'hui qui m'a dit c'est bancal, c'est tout le monde amoureux, tous. Donc, est-ce qu'ils arrivent à pratiquer du coup chez le client? C'est-à-dire que c'est très, très peu. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas encore assez de recul sur certains concepts et surtout, ils n'ont pas eu l'expérience sur de vrais projets. Et ça, à mon avis, c'est le travers du craftsmanship. C'est-à-dire qu'ils ont une super volonté. Ils sont géniaux. C'est-à-dire que vraiment, je demande si vous les croisez, il faut les recruter. Mais ils sont géniaux. Mais ils vont avoir un certain recul un petit peu, comment dire, enfantiste en fait sur les sujets en se disant oui, on a fait le tour, on connaît. Pour faire le tour, on connaît, il faut pouvoir avoir fait ça dans du multithreading, avoir fait ça dans des projets assez complexes, avoir fait ça dans des trucs, etc. Et pas juste dans l'entraînement chez soi. C'est pas possible. C'est pas un kata qui t'enseigne le TDD. Ok, c'est la vie, c'est l'expérience sur un réel projet. Un projet qui te challenge à chaque fois que tu veux faire quelque chose. C'est ça l'idée. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart arrivent, ils me le racontent, hein, ils arrivent en fait en entretien, et ils n'ont pas les arguments réels pour faire le TDD. Et même s'ils arrivent à passer les arguments, ils se font canarder au bout de 1, 2 mois et ils se disent attends, tu m'as promis que ça allait rapide, mais finalement je te vois galérer. Parce qu'en fait, ils apprennent encore. Mais c'est génial parce ils sont mis dans le bain. Moi, je trouve ça génial, mais ils sont encore en apprentissage. Ils ont encore des hésitations, ils ont encore des trucs. Le problème, c'est que le manager, lui, on lui a vendu du craft. Et donc après, le gros problème qu'on a, c'est que final, le craftsmanship, finalement, c'est du mensonge, de l'escroquerie. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, aujourd'hui, on en est à l'étape vraiment d'évangélisation. Il faudra un peu d'expérience et finalement plus de pratique là-dessus. Deviennent des sachants et puis à leur tour, enseigner et cetera. Il y en a quelques-uns qui le sont devenus, mais franchement, c'est une minorité. Je suis honnête là-dessus et ils le savent et c'est une minorité et parce que la phase d'apprentissage est longue. Donc c'est pour ça que moi, je sais pas, il y a certaines personnes, je crois, qui le pensent et ils se disent: «Mickaël, il te dit, si tu fais pas du TDD, alors tu peux pas livrer de projet, tu peux pas livrer de la qualité, tu peux pas faire ça». J'ai jamais dit ça. J'ai dit: «Par contre, tu pas serein». Ça, c'est clair et net, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même les détracteurs du TDD, ils le savent. Que quand tu dois livrer et que dans 10 minutes, c'est pas livré et que ça coûte 1 million d'euros si jamais tu pètes un truc, tu commences à transpirer. On est bien d'accord. Donc, je les soutiens. Je leur dis que faire du TDD du jour au lendemain, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut s'investir. C'est un vrai investissement et je pense que c'est un des points les plus complexes en programmation. J'en ai vu pas mal, un des points. Je pense que c'est aujourd'hui le plus subtil et intellectuel qui est. Le TDD réellement bien fait. Ok, pas le TDD qui a de la valeur, pas le TDD juste écrire des tests unitaires, c'est pas ça. Hein. Le vrai TDD qui a de la valeur, où on teste l'orchestration de logique et pas les exécutants, etc. Là, ça a de la valeur. C'est crescendo. J'ai envie de dire, c'est comme dans le foot, je commence en national, je fais en division 2, etc. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas pros ces joueurs de foot? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il manque quand même de certains professionnalismes, des petits bouts? Oui. Quand tu vois un match de division 2, tu vois que les passes sont pas super précises. Tu vois qu'il y a des trucs, c'est pas comme la Ligue 1, c'est pas comme le reste. Ils tendent vers l'objectif, mais il leur manque encore un peu de pratique avant d'atteindre ça. Une équipe qui tend vers l'objectif et qui tend, elle est géniale. C'est-à-dire qu'une équipe qui tend vers l'objectif, pour moi, elle a tout mon respect. C'est vraiment, et j'aiderai avec plaisir. Et inversement, et je pense qu'on peut apprendre de tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut se lancer dans le bain.
Il faut se lancer dans le bain et arrêter de se dire: «Ouais, mais regarde, nous, on a fait le test et ça a pas marché». Oui, mais qui a fait le test? C'est ça, qui est aux manettes? La vraie question que je pose, c'est qui est aux manettes? Bien sûr, et la responsabilité individuelle de chaque personne. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est une personne qui se lance dans le TDD, qui a jamais lu un livre, c'est chaud, quoi. Michael, on va conclure là-dessus. Un grand merci pour ce feedback, pour ce retour. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'on peut te retrouver évidemment sur LinkedIn, parce que tu écris régulièrement dessus, parfois des sujets un peu à débat, énormément de choses sur du TDD. Tu as aussi parlé d'archi hexagonal. Ah merci à toi, c'était intéressant. Bah, je parle beaucoup maintenant de domaine driven design aussi, je sais que les gens commencent à s'intéresser. Moi, ouais, je m'intéresse depuis 2011. Tous mes projets sont en domaine driven design, donc j'ai pas mal de choses à raconter là-dessus. C'est très sympathique. On peut te retrouver aussi sur ton site Willcom, W-E-A-L-C-O-M-E, où en fait tu dispenses des formations sur les bonnes pratiques et tu parlais de ton Slack, donc Slack, Willcom, où globalement vous êtes plus de 1000 aujourd'hui à parler des bonnes pratiques. Encore une fois, merci beaucoup, puis on se retrouvera peut-être d'ici quelques mois pour faire un débat avec une personne qui viendra te confronter sur ces sujets-là. Avec plaisir, super, top. Merci beaucoup César.